Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Merpoule depuis 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles d'emploi. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Bonjour tout le monde, les maraîchers, les maraîchères. Bonjour, très Bonjour. content. Bonjour Bertrand. Bonjour Janine, comment vas-tu ce matin? Ben, je vais bien. Est-ce que tu nous parles de... Matin ou cet après-midi ou ce soir, hein? Le balado, ça s'écoute n'importe Nuit quand. et jour, Nuit et on le jour. dit toujours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça. Est-ce que tu nous parles de cinéma, coudonc, avec le Non, je titre ne vous que tu as parlerai pas de donné? cinéma, mais je vais vous parler de les cerises de terre, parce que les cerises de terre se cachent pour mûrir. Et moi, j'avais lu « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Oui, c'est en plein ça. On fait un petit peu d'humour de temps en temps. C'est ça. Donc, on parle de la cerise de terre, encore appelée l'amour en cage. Ouais. Il Tant faut que c'est une libérer. cage. Mais non, mais tant Il que faut c'est une cage. libérer. Moi, je suis d'accord pour la cage, mais quand elle est dorée, Oui, d'accord, mais il faut la libérer aussi, puis elle l'amour. est dorée. Il faut libérer l'amour. Ben oui, il faut libérer l'amour. Bon, en tout cas, cage dorée, c'est parfait. Combien de temps, Bertrand? Depuis combien de temps on cultive l'amour en cage ou les cerises de terre? Ben, c'est originaire de l'Amérique du Sud, hein, c'est une solanacée, donc c'est les peuples péruviens. D'ailleurs, quand c'est arrivé en Europe, on appelait ça le coqueret du Pérou, parce qu'il y a des coquerets européens, les physalistes, là, les fameuses lanternes chinoises, Oui. qui étaient reconnues en Europe à l'époque. Et donc, c'est consommé depuis des millénaires par les peuples péruviens et d'Amérique du Sud. Mais on a commencé seulement au 18e siècle en Europe à consommer les cerises de terre. C'est un... On se méfiait? Oui, bien sûr, avec les solanacées, on se fait toujours. Là. Oui. Mais donc, c'est arrivé tardivement. Les gens ont découvert ça tardivement. Et c'est pas très commun. Moi, j'ai découvert ça en arrivant au Québec. Oh. J'avais jamais cultivé ça, des cerises de terre. C'est moi qui l'ai commencé oui, dans c'est le toi qui l'as jardin. commencé. Parce qu'on était allé faire un tournage dans un champ. C'était en Montérégie. La personne cultivait beaucoup pour faire l'amour en cage, qui était une boisson. Je ne sais même plus si c'est encore en vente. Ouais. L'amour en cage. Alors, c'est ça m'avait donné le goût de... Puis là, ben Bertrand, il s'est mis de la partie, puis ils sont formidables. Ouais, c'est ça, hein? Mais c'est ça, tu parlais des lanternes chinoises. La cerise est à l'intérieur d'une petite enveloppe, ça vient comme emballé, puis on nous sert ça au restaurant comme décoration, mais ils sont jamais mûrs, c'est pas mangeable. Non. Nous, ceux qui nous écoutent, ce sera bon. On va en reparler du mûrissement. OK. C'est important, hein? C'est très important. Alors, si on parlait justement de goût... Ben, c'est un goût unique. Ça ressemble un peu à la fois à la tomate avec des notes d'agrumes, là. C'est ça. Une cerise de terre, c'est une cerise de terre. Mais quand c'est mûr, c'est sucré puis c'est On bon. va revenir. Là, tu fais une fixite, là. On va revenir sur le mûrissement. On va en reparler. Je fixe l'azote dans le sol. Je vais t'en parler au moment de la récolte. Je te garantis. Et est-ce que c'est nutritif? On parle aussi de la famille des tomates. Oui, c'est Quand riche en antioxydants, notamment en bêta-carotène. C'est aussi une source de vitamine B1, B3, de C, puis du fer aussi. Fait que c'est très bon. Oui, c'est nourrissant. Et là, l'horticulteur va nous dire si c'est une culture exigeante. Ben, ça demande le soleil. Ça demande une terre se réchauffant bien. C'est une plante quand même d'Amérique du Sud. Hein. C'est une plante gourmande et assoiffée. Donc, il va falloir lui donner à manger et à boire. Et puis, on parle d'une maturité d'environ 65 jours là, pour les premiers plants. Alors, tu dis tavernier, à boire. C'est ça? C'est Bon. ça. C'est ce qu'elle nous dit tous les jours à peu près. Et puis, est-ce qu'elle est facile? Facile à cultiver? Je vais vous dire, c'est assez facile, mis à part les chrysamelles. Si on avait une petite vidéo, ce serait drôle. J'aurais dû te filmer l'été dernier en chasse aux chrysamelles. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
l'engrais de la mer Acadie est fait d'algues récoltées de façon responsable et écologique dans la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick. La ligne de produits riches en oligo-éléments est complétée par des composantes de poissons et de crevettes recyclées. Cet engrais augmente la résistance des plantes face aux caprices de Mère Nature, améliore la qualité des récoltes, accentue le goût des fruits et légumes. Produit de manière éco-responsable, il provient entièrement de sources naturelles renouvelables. L'engrais de la mer Acadie d'Actisol est le produit idéal pour les jardiniers qui rêvent de légumes sains et biologiques. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, question pratico-pratique. Oui. Quand et comment multiplier les cerises de terre? Avoue que c'est une bonne question. Une bonne question, c'est une excellente question. C'est très facile par semis. Donc, on peut les faire à l'intérieur à partir du mois de mars, dans un terreau qui fait de 16 à 18 degrés Celsius, donc pas hyper chaud, mais quand même assez chaud. La particularité, c'est qu'on n'enterre pas les semences. Elles sont très petites, on les laisse sur le sol. Hein? Et ça lève en plus ou moins 10 jours. OK? Moi, je prévois, quand je fais ça, là, le semis à l'intérieur, au bout de 4 à 6 semaines, je fais un repiquage en pot. Je fais un repiquage, puis je fais une transplantation dans un petit pot de 4 pouces. Dans quel type de terre? Moi, j'utilise toute la même terre, toute la semis et pousses, là, toutes les mêmes terres de semis et pousses. Là, parce que je commence pas à gérer 4-5 terres différentes. Là, ça, c'est trop compliqué. OK, parfait. Puis on peut aussi semer à l'extérieur dès que le sol a atteint 16 à 18 degrés. Ouais. Ça, c'est mon fameux truc. Là. Je me prends avec mon thermomètre pour calculer la température du sol, donc 16 à 18 degrés. Ça, c'est vrai. Puis il faut savoir qu'on a souvent là un semis naturel d'une année sur l'autre. Là, quand on le cultive en pleine terre, l'année d'après, là, souvent là, ça ressort. Là, donc si on les laisse pousser un petit peu, là, elles vont sortir. Mais l'expérience, c'est que quand on les prend comme ça, ils mûrissent pas assez rapidement. Ça peut arriver en tout aussi. Cas, ici, ça là. Peut arriver, ouais. Ça peut arriver. Est-ce qu'on peut récupérer, par exemple, les semences et les plants? Est-ce qu'on pourrait... Tu dis un plant, est-ce que je pourrais le faire bouturer, par exemple? Bon, ça n'a pas d'intérêt parce qu'à l'intérieur, garder des cerises de terre, le plant est trop gros pour ce que ça donne, puis c'est un peu compliqué. Pour les variétés à pollinisation libre, puis il n'y a pas beaucoup de variétés. Il y a quelques variétés de cerises de terre, j'en connais une ou deux, et puis sont toutes des anciennes variétés, donc pollinisation libre. On peut les récupérer, tout simplement les déterrer, mais l'année où l'été est moins chaud, la production risque d'être moins importante, voire inexistante. C'est aussi le cas des semis en pleine terre qu'on va faire, là, c'est plus aléatoire. Moi, pour ça que je préfère toujours faire un semis à l'intérieur avec mes cerises de terre pour être sûr que mes plants soient bien partis, puis bien démarrés, puis que j'ai pas de souci d'arriver à la fin de la saison, puis tardivement. Est-ce que ça se met en semis d'intérieur à peu près à la même période que les tomates? Au mois de mars. C'est ça, c'est la même chose. C'est le même traitement. C'est le même traitement. Bon, alors les démarrer en dedans, oui. tu pars gagnant. C'est en plein ça. Bon. S'il y a des jeunes plants qui commencent à former des fleurs avant même qu'on les mis en terre, parce que ça veut, là. Ça veut, et donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous les avez à l'intérieur, si vous les avez à l'intérieur, vous avez rempoté, ils ont déjà quelques centimètres, ils ont déjà peut-être 10 pouces de large, là, mais là, ils vont se mettre à fleurir. Donc, ce que vous faites, c'est que vous éliminez les boutons floraux et les fleurs au fur et à mesure où elles arrivent. Ce que ça va vous donner, c'est que la plante va plus pousser. Et puis, au final, vous allez avoir une meilleure production de fruits. Parce que ces fleurs-là, elles vont finir par sécher puisqu'elles ne sont pas pollinisées puis qu'il ne fait pas assez chaud dans votre maison. À moins qu'il fasse très chaud dans votre maison, là, vous pouvez garder. Mais si vous, comme moi, vous faites ça dans le sous-sol où il ne fait pas extrêmement chaud, les plantes ne vont pas arriver à maturité. Non. Moi, j'enlève les fleurs, puis à ce moment-là, quand je vais le planter, les plantes vont être assez grosses. Mais ton explication, c'est vraiment ça. On n'a pas de pollinisateur à l'intérieur. Ça règle-tu le problème? Bien sûr, on peut le faire à la main, mais là, merci. D'une fleur à l'autre, ça fonctionnerait? Oui, il y en a qui le font. OK, t'en prends une, mais tu ne sais pas qui est mâle, qui est femelle. Je n'ai pas de temps pour ça dans ma vie pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça reviendra, mais pas pour l'instant. Quand et comment les planter maintenant, Bertrand? Quand on a réussi à les garder en dedans? Je dirais, je vais vous donner ça à peu près en même temps que les tomates. 18 à 20 degrés Celsius dans le sol. Donc, un sol assez chaud. Saint-Jean-Baptiste? Ou un petit peu pas proche? 18 à 20 degrés dans le sol. Tu te fies là-dessus. OK. Pendant un certain nombre de jours. Je me méfie parce qu'il y a des années où on a des étés tardifs et des années où on a des étés hâtifs. Oui. Puis donc, la température du sol va varier.
chaque sol a sa propre température, OK? Dépendant où est-ce qu'il est placé. Donc, vraiment, moi, je me fie plus à tout ça, je me fie vraiment à la température du sol. Mais en profondeur, là, c'est ça? À peu près à la profondeur des racines. Si, mettons, mon pot à 5 pouces de haut, je vais descendre mon thermomètre à 5 pouces de profond. C'est pour ça que moi, j'utilise un thermomètre de compost que je peux rentrer et descendre dans le sol. Oui. Et si, comme au récent printemps, puis certains étés, tu as des espèces de zones de chaleur, là, de périodes de 3-4 jours très chauds, puis après, tu as du froid. Bien, ton sol, il n'est pas réchauffé. C'est ça l'avantage. C'est que quand tu mets ton thermomètre dans ton sol, tu vois que la température, le sol n'est pas réchauffé. Peut-être qu'il fait 22 ou 23 à l'extérieur, mais ton sol n'est pas encore réchauffé. Puis quand tu vas arriver, que le froid va arriver, le sol va rester. Puis quand ça va remonter, tu vas voir très rapidement, parce que des fois, ça prend 4, 5, 6, une semaine, 10 jours maximum, dépendant du sol. Là, tu vois ta température remonter. Puis quand la température remonte à 18 degrés Celsius, là, elle va peut-être redescendre un jour ou deux à 16, puis après ça, elle va remonter à 18, 20, puis après ça, tu es tranquille. Puis même s'il arrive du froid, il n'y aura pas de choc thermique. Parce que ton sol garde sa chaleur. Voilà. Très bon argument. Donc, je te félicite. Merci. C'est une plante gourmande, donc on va faire beaucoup de compost. Hein. Ça va être une plante qui va aimer beaucoup la matière organique et le compost. On va laisser à peu près 25 à 35 cm autour de la plante. Ça veut dire que c'est une plante qui fait 60 à 70 cm de large. Mm-hmm. Et donc, à la fin de la saison, elle a à peu près 40 à 90 cm de haut. Ça dépend des variétés. Moi, j'ai fait un petit truc l'année dernière. C'est qu'au lieu de laisser mes branches courir sur le sol, j'ai mis des tuteurs, puis je les ai montés. Puis ça fonctionne très bien. Oui. Puis ça prend beaucoup moins de place. Bertrand, j'ai trouvé ça génial. OK? Oui. Donc, il faut le faire très rapidement, là, quand les branches sont jeunes. J'ai mis des tuteurs à la bonne grandeur, puis tranquillement, j'ai attaché mes tuteurs. Fait que on a eu toutes nos cerises de terre, mais sans que ça prenne une très grande largeur sur le patio, parce que je vais vous expliquer pourquoi je fais ça sur le patio tout à l'heure. Puis c'est à se demander si le fait que tu les aies attachés, ça n'ait pas favorisé le mûrissement. Parce qu'il y a plus de luminosité sous les feuilles. Oui, peut-être, mais je n'ai pas remarqué. Non, je n'ai pas remarqué. OK. Est-ce que ça fonctionne en association avec d'autres plantes qui leur sont favorables, en fait? Oui, ben, les bonnes associations, c'est l'aubergine, la courge, la courgette, le melon, la pastèque, les piments, les poivrons, les tomates. Donc, toutes des plantes qui aiment la chaleur. Hein, puis les soucis des jardins, puis les tagettes chez les fleurs. Et on parlait de pot, tu as presque effleuré le sujet tantôt. Les avantages qui sont non négligeables à la culture en pousse de la cerise de terre. Moi, c'est ma manière préférée de les cultiver. D'abord, ça prend 40 litres de terreau par plant. Donc, 40 litres, c'est quand même pas mal. Un sac fait 43 litres à peu près. Donc, c'est les gros pots. Si tu prends des smart pots, oui, là, c'est un assez gros. C'est un assez gros pot. Donc, ça prend un contenant de 45 cm de profondeur par 40 cm de profondeur par 45 cm de diamètre. Okay? Ce qui est intéressant, c'est au moment de la récolte. Parce que les plantes surélevées, on n'aura pas besoin de soulever le feuillage pour aller récupérer les fruits. Donc, si on place les pots sur une surface dure, les fruits vont tomber sur le patio, ils vont être moins sales, puis on a juste à les ramasser. Okay? Comme le pot est surélevé, ben, tout simplement, les fruits sont à terre, puis on les voit qu'ils sont tombés. On passe quasiment à tous les jours, parce qu'il en plombe à tous les jours, on passe à tous les jours. Fait que la seule chose, mettez pas ça dans un endroit où c'est très passant, parce que vous risquez vous allez écraser vos cerises de terre. Mais dans un coin bien ensoleillé. Puis en plus de ça, l'avantage, c'est qu'une plante qui aime la chaleur, donc on met ça dans un coin bien ensoleillé, là, une bonne chaleur. Avec de l'arrosage, ça va produire, ça va faire des plants, puis des quantités importantes. Ah oui, puis ça mûrit. Oui. Ça mûrit d'aplomb. Alors, quel est l'entretien? Alors, on va faire un apport d'engrais naturels toutes les 2 semaines environ, de la plantation jusqu'au mois de septembre. Ou encore, on peut utiliser à la plantation un engrais de synthèse à libération contrôlée et avec un ajout... Un engrais de synthèse, mais naturel, qu'est-ce que... Non, un engrais de synthèse à libération contrôlée, ça, il n'y en a pas de naturel. Là. Ça n'existe pas. C'est un engrais avec des couches et les couches vont se défaire les unes après les autres. Oui. L'avantage que ça a... c'est un engrais de synthèse, mais l'avantage que ça a, c'est qu'il n'est pas lessivé parce que les couches, la libération de l'engrais est contrôlée. Donc, si vous mettez de l'engrais et qu'il y a un peu besoin, il va être lessivé, il va s'en aller. Alors que là, avec la libération contrôlée, tout au fur de la saison, l'engrais est contrôlé, donc là, il est disponible avec la plante.
Ou l'engrais naturel, c'est la même chose. L'engrais naturel, quand on le met, il est libéré tranquillement. C'est ça. Il n'est pas lessivé comme un 20-20-20, par exemple, qui est lessivé. Alors, quel est l'intérêt de mettre un engrais de synthèse? Ça, c'est pour les gens qui ne veulent pas mettre d'engrais. OK, tu t'en remets plus. Tu en mets une fois, puis tu n'as pas besoin mais vraiment. Mais quand même, avec la cerise de terre, moi, je vous conseillerais d'en mettre au moins une fois dans la saison. Mais tu n'es pas bio à ce moment-là. Non, tu n'es pas totalement bio. Non. C'est pas totalement bio, mais c'est un produit, comme la libération est contrôlée, ça n'a pas les effets délétères des autres engrais. On va dire. Oui. Mais c'est surtout dans les pots là, qu'on utilise l'engrais à libération contrôlée. Et donc, c'est des plantes assoiffées qui ne doivent pas souffrir de la soif. Là, c'est important de les arroser, pas continuellement, mais vraiment comme il faut. Il faut qu'elle ait leur dose d'eau chaque jour. C'est ça? Oui. Ou en tout cas, il faut que tu les surveilles. Oui. Bon, est-ce qu'on peut tailler les plants pour réduire leur dimension? Absolument. Justement pour la raison que tu disais tantôt. Si elles prennent trop de place, on peut effectivement. Mais si on fait ça, il faut faire attention de détruire le moins possible la production de fruits. Là. Donc, il ne faut pas... plus vous allez enlever de branches, moins vous aurez de fruits. Donc, il faut trouver l'équilibre. Et il faut supprimer surtout les branches indésirables. Si vous avez, par exemple, une branche qui part dans... Vous faites votre potager en planche, puis vous avez ça dans la planche, puis il y a une branche qui sort de la planche puis qui vous empêche de passer. Là, vous pouvez couper cette partie indésirable parce qu'elle vous dérange. Là, mais c'est tellement bon. Moi, je préfère ton idée de tutorage. Moi, j'aime mieux lui mettre un tuteur en dessous de la branche que de le couper. C'est une solution. Bon, et puis il y a des parasites. Ça, tu as effleuré le sujet tantôt. On va y revenir en détail. Moi, je vais vous donner le plus virulent, la chrysamelle. Puis les chrysamelles, puis je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a plusieurs sortes de chrysamelles à point, à rayures, à machin. Là. Donc, on va parler des chrysamelles en général. On trouve aussi parfois du doryphore, de l'altise, des pucerons, de la pyrale du maïs, des noctuelles de tomate, puis du sphinx de tomate. Mais pas tant. Hein? Mais pas tant. Oui. Si la plante arrive à survivre, on va avoir ça. Si les chrysamelles n'ont pas tout bouffé, on va avoir ça. La maladie, c'est la maladie du blanc, surtout en fin de saison. Mais ça ne constitue pas un gros problème là, parce que c'est à la fin de saison, donc c'est moins pire. Puis on a un petit peu parfois de pourriture puis de taches. Bon, Bertrand, oui. tu le suggères là, depuis le début de l'émission, on n'en peut plus. Là. Il faut contre-attaquer contre les chrysomèles. Bon, alors, identifier et contrôler. On a toujours dit, il ne faut pas lutter, il faut contrôler. Connaître son ennemi. Connaître son ennemi. Donc, les jeunes feuilles, les fleurs et parfois les tiges et les fruits mûrs ont des sections qui sont dévorées. Donc, on voit un petit trou sur les feuilles, il n'y a pas de motif. Dans certains cas, on a des insectes qui font des motifs, mais celui-là, il ne fait pas de motif. Il est artistique. Non, il est pas artistique. On va voir la présence d'insectes jaunes à bandes noires, le plus souvent, mais des fois, il y a des points, des fois, il y a des bandes, des fois, il y a plusieurs bandes. Donc, c'est jaune et noir, disons. Le pire, c'est qu'elle est belle, cette bébite. Ouais. C'est vrai, hein? Et là, on va tout d'un coup avoir des petits amas de larves brunes qui mangent aussi, mais qui vont aussi manger les racines, parce qu'elles sont dans le sol, et les tiges. Ça, c'est pas beau. Ces petites larves, c'est vraiment pas terrible. Non, c'est vrai. C'est pas terrible, j'aime bien. Prévention, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la prévention, c'est la rotation des cultures. On essaie de jamais cultiver les cerises de terre à la même place continuellement. Question, docteur. Oui. Si on cultive en pot... Bien, si on cultive en pot, moi, j'enlève les 3/4 de la terre, la terre du pot. Tu changes puis ta terre. Je change ma terre, mais je réutilise cette terre-là dans un autre pot. Là, tu sais, je fais des permutations ou carrément, je prends ce pot-là, je change de pot carrément. Là, je vais dans un autre pot où j'ai cultivé d'autres choses. Donc, tu fais même la rotation. Oui, je fais la rotation dans les pots. Parfait. Et puis, on favorise la présence des insectes bénéfiques indigènes. Donc, potager ne veut pas dire désert de fleurs, ça veut dire fleurs aussi. Ça veut dire fines herbes qu'on laisse monter en fleurs pour aller chercher les pollinisateurs, les insectes, les guêpes, les machins, les trucs, tous les insectes qui sont bénéfiques. Plus on a de biodiversité, je reviens toujours avec ça, plus on a de biodiversité, mais mieux c'est. Et pour contrôler maintenant, on a fait de la prévention, maintenant on est attaqué, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, je vais vous dire le truc que j'ai mis au point, que j'utilise maintenant parce que c'est disponible. Avant, c'était pas disponible pour le grand public. C'est les filets anti-insectes. Ça, c'est merveilleux. C'est vraiment avec ça que je contrôle. Et ça, je vais le mettre tout de suite après la plantation. Mais méfiez-vous, là, votre filet anti-insecte, il va être beaucoup trop grand après la plantation parce qu'il faut prévoir que la plante va grandir. Fait que vous n'allez pas mettre un filet puis le changer continuellement. T'en mets un grand. Vous le prenez à la grandeur que la plante va avoir à la fin. Alors, tu as dit quoi? Que ça peut aller à 90 c'est ça, de diamètre? 90 de diamètre, 30-40 cm de haut, 50 cm de haut. Donc, ça prend une grande toile. Oui. Et donc, on va pouvoir le fermer comme il faut. Mais dès que la plante va commencer à fleurir, là, on va l'ouvrir. C'est-à-dire qu'on va laisser
Moi, je le mets sur le dessus et je laisse le dessous ouvert. Tout simplement, c'est pour me permettre qu'il y ait du passage d'insectes pollinisateurs et d'insectes, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que je me retrouve avec un petit peu de chrysamelles. Mais je vais en avoir contrôlé à peu près 60 à 70 % comme ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est un ramassage à la main. OK, je vais ramasser tout simplement les chrysamelles. Moi, je les fais tomber sur le patio puis je les écrase. Mais bon, chacun sa méthode. Et avec un sourire sadique. Non, j'ai pas de sourire sadique. Là. On peut aussi utiliser des pièges collants, mais c'est moins évident. Là, ça fonctionne pas très bien. Là, c'est vraiment là le filet anti-insectes. Puis c'est vraiment un filet parce que la toile et le filet, la toile. Avant, j'utilisais les toiles flottantes, mais les toiles flottantes ont beaucoup moins laissé passer la lumière que les filets anti-insectes. Puis un autre problème de cette toile-là, c'est qu'elle garde beaucoup l'humidité. C'est l'autre, la toile flottante que tu utilisais, ça garde l'humidité, les plants moisissaient. Il y a moins d'air, oui. Alors que le filet anti-insectes, c'est 80-90 % de filtration qui laisse filtrer la lumière, alors que l'autre, c'est 40 à 65 % à peu près, là, donc c'est moins. Donc c'est vraiment les filets anti-insectes, c'est vraiment bien. C'est une très belle découverte que tu as faite. Hein, quand tu as été capable de t'en procurer pour du domestique. C'est ça, oui. Parce qu'ils en vendaient, mais il fallait acheter des rouleaux de 500 pieds pour 3000 $. C'est un peu cher. Et tu t'appelles pas Christo. Non, puis c'est ça. Quoique. Il y a une particularité aux cerises de terre. Il y a certaines cerises qui sortent déjà développées. C'est-à-dire que c'est comme si la cerise sortait et l'enveloppe reste prise à la base. C'est ça, l'enveloppe reste prise à la base. Ça, on en voit beaucoup. C'est un phénomène marginal. C'est un phénomène qu'on ne voit pas beaucoup. On ne sait pas exactement ce que c'est parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'est penché sur la question. On pense que c'est une piqûre d'insecte au moment de la formation du fruit ou encore peut-être une mauvaise pollinisation. Puis ce qu'on fait tout simplement, c'est quand on les voit dès l'apparition, on supprime le fruit parce qu'il ne deviendra pas à maturité intéressant. Donc, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse. C'est non négociable. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le Jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur, un produit 100% québécois, est en vente dans les librairies du Québec. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Au moment de la récolte des cerises de terre, on peut même pas parler de cueillir. C'est à peu près ça. En fin de compte, on les ramasse. C'est ça. Si vous voulez savoir comment une cerise de terre est mûre, vous la ramassez. À partir du moment où vous la ramassez, là, c'est qu'elle est mûre. Quand elle tombe. Quand elle tombe au sol, elle est mûre. Ça, c'est vraiment... ils sont presque mûrs. Ils ne sont pas tout à fait mûrs. OK. Donc, tout simplement, pour les récolter, on ramasse les fruits tombés au sol. C'est tout. Puis, c'est tout. Mon Dieu, que c'est climatérique? Oui. Tu disais ça? C'est ça. C'est un fruit qui est climatérique. C'est-à-dire qu'il va continuer à mûrir une fois qu'on l'a récolté. Donc, si on fait comme cette chère Janine, tout simplement, on prend les cerises de terre, on les lave, on les fait sécher, et puis on les laisse à l'air libre entre 1 et 2 semaines. Et là, le goût va être marqué, elles vont être sucrées au possible. Mais il ne faut pas enlever l'enveloppe. Non. Parce que on dirait que ça garde une certaine humidité naturelle. Il faut garder enveloppé. Tu nettoies si tu veux, je le fais, j'aime ça. Puis, oui, c'est bon. Fait que on ramasse la terre, on nettoie pour enlever la terre pour pas qu'il y ait de pourriture.
On laisse ça 1 à 2 semaines sur le comptoir, OK, ou sur n'importe où vous voulez, si vous n'avez pas assez grand comptoir, vous les laissez vous les laissez. Fait que ce que vous faites, c'est que vous en ramassez une semaine, vous faites des batchs par semaine à peu près, là, et puis après ça, il n'y a plus de problème. Ah, c'est du vrai bonbon. C'est du vrai... Quand tu développes... Quand elles sont vraiment mûres. Puis tu le développes comme un bonbon. Mais c'est vrai que moi, j'ai découvert ça ici, puis les premières que j'ai mangées, c'était pas mûres. Et j'ai pas aimé ça. J'ai trouvé ça pas terrible, acide. Puis là, un jour... Tu m'as fait découvrir une vraie cerise de terre vraiment mûre. Ah ben là, je suis tombé en amour avec l'amour en cage. Qu'est-ce que tu veux? Non, avec toi, mais ça, c'est une autre histoire. T'es entré dans la cage. Bon, petite question aussi. Quand elles sont pas mûres, paraîtrait-il qu'elles sont toxiques? Alors, il faut savoir que les tiges, les feuilles et les fleurs sont toxiques. Faites-vous pas une salade de feuilles de feuilles. C'est ça. Faites-vous pas une salade de feuilles de cerise de terre. Vous n'allez pas en crever, mais vous allez être un petit peu malade. Les fruits sont indigestes quand ils sont verts. Ils sont pas toxiques, ils sont indigestes. Il faut faire attention, là. Tu sais, toxique, là, on pense toujours à la mort, là, mais ils sont indigestes. Vous allez avoir un mal de ventre épouvantable, des nausées, tout ça, ainsi de suite. Et donc, plus ils sont mûrs, moins le risque de toxicité est élevé, OK? Donc, plus vous attendez, plus elles sont mûres et moins elles sont toxiques. Donc, il n'y a pas de problème. C'est savoureux, c'est un bon indice. Un bon indice. Le mûrissement. Puis souvent, elles sont bien jaunes, bien oranges. Là. Il n'y a plus de vert dessus. Là, c'est parfait. Et de quelle façon tu les aimes, toi? Ben, les cerises de terre, ça se mange généralement en nature. Non, ça je mange nature ou en nature, comme on veut. En plein air. En nature, ça veut dire que je les mange avant même qu'elles soient rendues. Quand je vois qu'elles sont bien mûres, là, des fois, à la fin de la saison, elles n'ont même pas le temps de se rendre jusqu'à la cuisine. C'est ça. Et ça, pour vous dire, entre la cuisine et la cerise de terre, il y a à peu près 10 mètres. Donc, tantôt aussi dans les plats sucrés et salés aussi, hein, on les utilise dans les deux. On peut les consommer donc fraîches, en compote, en confiture. On peut même en faire des fruits secs. Et elles se congèlent très bien, ça se congèle très, très bien. Donc, si vous n'avez pas le temps, puis à l'automne, vous pouvez congeler vos cerises de terre, puis après ça, vous pouvez les apprêter, en faire ce que vous voulez, des compotes, des confitures plus tard par la suite. Parce que quand on s'ambitionne, on récolte, on cultive plus, on récolte plus. Il faut gérer la suite des choses et le congélateur, c'est vraiment génial avant de les traiter. Oui, tu as tout à fait raison. C'est ça, on a ce bonheur-là d'avoir un congélateur pour régler les problèmes. Avant, ils n'avaient pas ça. Là. Ils étaient habitués de tout manger en même temps. Mais nous, avec le congélateur, on peut régler le problème de manière intéressante. Alors, j'ouvre la porte de l'amour en cage, parce que c'est déjà terminé, mon cher ami. Et puis, je vous invite, vous, à nous suivre sur radiolégumes.com. Vous cliquez sur « Subscribe » et vous restez informé de toutes les parutions. Vous pouvez écouter les balados qui sont disponibles, on en a une quarantaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à longueur d'année. Alors voilà, je voudrais remercier Actisol, de même que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique, Bertrand pour tes bons conseils. Janine pour son animation toujours aussi intéressante. Ça dépend pour qui, mais en tout cas, on espère. Pour ceux qui aiment ça, puis moi j'aime ça. Fait que, bon, hein? T'es fin. Puis je pense, vu le succès de notre balado, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Alors on vous embrasse tout le monde. Hein? Même C'est ça. Oui, et puis à la prochaine. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.